Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Choc FM 105.1. C'est Franco Raptors, Mike Laviole et Patrick Bizinavi. Comme d'habitude, votre émission 100% Raptors, 100% en français. On se retrouve à quelques jours du début de la saison régulière avec Patrick. Patrick, bonjour. Bonjour Mike, bonjour à tout le monde. On est content de retrouver nos auditeurs et ceux qui nous suivent sur YouTube aussi. Donc là, on est vraiment dans le vif de la saison. C'est bientôt le début. Et puis là, on enregistre l'émission avant le match de ce vendredi de Brooklyn. Donc ceux qui nous écoutent samedi, vous n'aurez pas les résultats du match de vendredi. Non, on va pas faire de prédiction, même si je note que la dernière fois, dans la dernière émission, tu avais dit les Raptors sont à 2-1 avant de te rattraper de dire 1-1. Ils ont gagné contre Boston, ils étaient bien à 2-1. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Ah non, c'est une victoire. Une victoire contre Brooklyn. Si ouais. Vous nous écoutez, de toute façon, vous écoutez après le match, donc vous pourrez confirmer ou infirmer. Aujourd'hui, ça va être une émission un peu spéciale parce qu'on va parler du sommaire tout de suite. On va revenir sur les joueurs qui ont été coupés par les Raptors qui ont finalisé a priori leur effectif. On va voir, il y a une place de two-way à donner, donc on va voir ce qui va être choisi par les Raptors, mais il y a eu 5 joueurs qui ont été coupés. On va revenir dessus avec une triste nouvelle pour nous, journalistes francophones. On va parler de cette fin de pré-saison. Le match contre Boston a permis de voir enfin, j'ai envie de dire, le 5 de départ au complet. Ça n'a pas été si brillant que ça. On va en parler, Patrick. On va voir si est-ce qu'on doit être déjà inquiet après 12 minutes ou 15 minutes de 5 majeurs. Ça commençait déjà à s'exciter sur la toile. Ensuite, on parlera du joueur de la semaine. La question du jour, comme d'habitude. Ensuite, on fera une pause. Au retour de la pause, je vous parlais d'événements malheureux. On va peut-être faire le dernier instant Chomché de cette saison. Peut-être. J'ai pas envie de dire de l'histoire. On espère qu'il reviendra. On va en parler plus en détail de cette triste nouvelle autour d'Ulrich Chomché. Et ensuite, plus réjouissant, on va parler de ce début de saison. Les Hawks, mercredi. Donc, on va partir maintenant avec l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti! L'actu des Raptors, je vous le disais, c'est l'effectif qui est désormais connu. Pour l'instant, les Raptors ont décidé de conserver seulement 14 joueurs. Donc oui, il y a eu une signature ce vendredi. Le frère de Angel Reese, Julian Reese, mais comme l'a bien rapporté Blake Murphy, a priori ce sera... il a dit un Exhibit 0. Ouais. Il n'a même pas dit Exhibit 10. Ce sera un contrat... coupé rapidement pour garder ses droits de G-League. Mais au-delà de ça, on a appris jeudi que Olivier Sarr, AJ Lawson, David Roddy, Jared Rodon et Ulrich Chomché ne feraient pas partie de l'effectif pour la saison prochaine. On le rappelle, Ulrich Chomché qui était en contrat two-way. Il y a donc un contrat two-way qui s'est libéré et avec AJ Lawson, il y a un contrat régulier NBA qui se libère aussi. Patrick, je voulais parler bien sûr de Olivier Sarr et de AJ Lawson. Quel est l'avenir pour eux avec ou pas les Raptors? Il y a une place de two-way qui s'est libérée. Est-ce que tu vois un de ces deux joueurs la prendre? Comment tu as réagi un petit peu à ça? Je m'y attendais un peu par rapport à AJ Lawson et Olivier Sarr, pour la simple raison qu'il y a beaucoup de compétition sur leur position. Olivier Sarr, il avait une chance parce que beaucoup d'équipes prennent 3 centres dans leur effectif. Et donc les Raptors, ils ont Jakob Porter, ils ont Sandro. Des fois, ils prennent un 3e centre. Donc on avait espoir que Olivier avait une place comme 3e centre. Et puis, sa prestation au dernier match où il a gagné, justement, il a marqué le point marquant pour la victoire des Raptors, ça, je pense que ça avait boosté ses points par rapport à l'équipe, mais c'était vraiment, ses chances étaient minimes. AJ Lawson, c'est la même chose. Donc, il est
en compétition avec Grady Dick, avec Ochai Agbaji, avec Jamison Battle, Jacoby Walter. C'était vraiment prévisible. Mais je pense que les deux ont une chance avec les 905. C'est vrai que AJ Lawson, ça fait plusieurs saisons qu'il est en G-League. Il espérait peut-être avoir un contrat NBA. Mais c'est le business du sport, ça arrive. Mais je pense que les deux ont une chance peut-être de retourner avec les Raptors 905 ou bien dans une autre équipe qui a une équipe G-League affiliée. Pourquoi pas NBA? Parce que AJ Lawson a prouvé pendant la Ligue d'été qu'il peut être dans la rotation, mais la compétition sur son poste, c'était vraiment très fort. Il y avait peu de chances qu'il soit gardé. Roden, c'est la même chose. Oui. Il vient d'une longue blessure et son poste, il y a tellement de compétition. Je pense qu'eux-mêmes, ils s'attendaient à ce que ça arrive. C'est vraiment triste parce que, tu sais, on regarde les matchs, on a une émotion liée aux joueurs parce qu'on les voit tous les jours. Et c'est triste de les voir partir. Mais la triste nouvelle, c'est Ulrich, comme tu viens de le dire. On va revenir sur Ulrich. On aura une partie consacrée à Ulrich. Je voulais te donner un petit peu mon sentiment là-dessus et les scénarios possibles pour moi. Je pense que AJ Lawson, pour moi, il n'a pas le niveau de G-League. Il l'a montré. Il l'a démontré avec les Nets de Long Island. Il l'a démontré en two-way la saison dernière. Il l'a montré à la Summer League où il était au-dessus. Je pense que AJ Lawson mérite au minimum un two-way. Je ne le vois pas aller en G-League directement. Donc, il y a un two-way qui s'est libéré. Est-ce qu'il est pour lui? Moi, j'espère pas. Pour moi, j'espère qu'il va trouver un contrat avec une équipe NBA qui va lui faire confiance, qui aura vu sa Summer League et qui va lui donner un contrat de bout de banc. Après, c'est pas sûr parce que on sait que cette année, les équipes sont assez serrées sur le salary cap. Il y en a quand même qui ont de la place. Ça sera une équipe faible, visiblement, de bas de tableau. Mais je lui souhaite, il était avec les Long Island Nets. Pourquoi pas avec les Brooklyn Nets, ça serait intéressant pour lui. Mais les Brooklyn Nets, le problème, c'est qu'ils ont repêché au moins 4 joueurs sur le poste d'arrière, meneur arrière. Donc, eux aussi, ils sont un peu embouteillés à ce niveau-là. Donc, j'espère au minimum pour lui un two-way chez les Raptors. Et pour Olivier Sarr, c'est vrai que le contexte est un peu différent parce qu'il revient d'une longue blessure. C'est un retour en NBA pour lui. Je pense qu'il savait qu'il n'allait pas être conservé en tant que contrat régulier. Mais il y a peut-être une promesse de two-way. Ça, c'est à voir. Surtout qu'il est sur le même poste qu'Ulrich Chomché. Et que si on regarde l'effectif des 905 aujourd'hui, il n'y a pas de pivot. Ouais. Il n'y a pas de pivot. Ulrich Chomché était le seul pivot. Le joueur qu'ils ont signé aujourd'hui, Reese, est un intérieur, mais de petite taille pour la... C'est un forward. C'est un forward. Ouais. Donc, je pense qu'Olivier Sarr a une très très grande chance, s'il n'est pas recruté par une autre équipe, ça c'est à voir, d'avoir le two-way. S'il n'est pas signé en two-way, en revanche, attention, les Raptors n'ont pas ses droits de G-League. Ni d'ailleurs Lawson, ils ne peuvent pas signer Lawson en G-League directement, ça doit passer par un two-way. Parce qu'on rappelle la règle, en fait, quand le joueur est signé en two-way, il est considéré comme ayant un contrat NBA. C'est un contrat NBA two-way qui lui permet de jouer en G-League. Mais quand il n'est pas sous contrat two-way, il y a une équipe en G-League qui possède ses droits. Et en fait, pour AJ Lawson, c'est toujours les Nets de Long Island qui ont ses droits. Et pour Olivier Sarr, c'est toujours le Blue de Oklahoma City qui a ses droits. Donc, les 905, s'ils veulent récupérer ces deux joueurs, c'est soit les Raptors leur offrent un two-way, soit ils doivent recruter le joueur par un trade ou par quelque chose comme ça. Donc voilà, pour moi, il y a une autre solution. S'ils veulent garder ces deux joueurs en two-way, peut-être que Chucky Hepburn, qui a impressionné sur cette pré-saison, pourrait obtenir un contrat NBA. Pourquoi Chucky Hepburn? C'est un second tour, c'est un rookie. Il aura un contrat moins élevé que le contrat qu'avait AJ Lawson, en fait. Parce qu'un contrat minimum rookie de deuxième tour, c'est beaucoup moins élevé. On sait qu'ils ont fait ce move-là et qu'ils décident pour l'instant de ne pas donner une 15e place dans l'équipe parce qu'ils passent en dessous de la taxe en supprimant le contrat de AJ Lawson. Après, je n'ai pas les calculs, mais est-ce que s'il signe Hepburn, il serait toujours en dessous de la taxe? Je pense que oui, parce que AJ Lawson, ayant plus d'années en NBA, il avait un contrat plus élevé. Donc voilà, je pense que c'est ça les possibilités pour ces deux joueurs-là. À voir après, Roddy, Roden, qu'est-ce que ça va donner? Je pense que les Raptors ont les droits de Roden, quoi qu'il était en two-way aussi. Ça serait à vérifier. Mais voilà, tous ces joueurs, c'est des possibles joueurs pour les 905 ou ailleurs. Pourquoi pas aller en Europe, où on a vu énormément de joueurs NBA aller en Europe ces derniers temps. Donc on va suivre ça de très près
Passons à la pré-saison, Patrick. Passons à la pré-saison. On va revenir seulement sur le dernier match contre Boston. Ouais. Le dernier match en date au moment où on tourne cette émission, puisque vous aurez vu la Brandon Ingram Night. Il vous invite déjà à aller acheter les maillots. Ils sont malins, ces Raptors. Hein. J'ai vu la publicité. Parlons de ce match contre Boston parce qu'il était très important du fait que pour la première fois de la pré-saison et pour la première fois de l'histoire, les Raptors affichaient ce 5 de départ. Quickley, Barrett, Ingram, Scottie Barnes et Jakob Poeltl. Ça a beaucoup fait parler parce qu'en 15 minutes, ce 5 était à -12 face à un 5 de départ plus ou moins des Celtics parce que Jaylen Brown a joué 7 minutes et ensuite il s'est blessé. En fait, c'est pour ça qu'il n'est pas revenu du match ensuite. Mais quelles sont un peu tes analyses de ce qu'a donné ce 5 ? Est-ce que le fait qu'il y a eu des problèmes de spacing, pour toi, c'est une inquiétude? Moi, je ne pense pas que... Bon, il y a eu, sur les réseaux sociaux, il y avait toute une discussion sur... Mais pour moi, il y a deux raisons. Un, c'est la pré-saison. Deux, c'est la première fois que ces 5 joueurs jouent ensemble. Yak, c'était son premier match. Il n'avait jamais joué avec Ingram, avec les autres. Donc, on ne peut pas vraiment espérer que ce soit comme un match de playoffs. Donc, c'est sûr que les coachs auront des données à aller voir les films pour pouvoir corriger. Moi, j'étais vraiment content de les voir jouer au moins une fois. J'espère que, au moment où on vous parle, le match de Brooklyn sera terminé. J'espère qu'ils auront encore une chance de jouer ensemble. Moi, je ne pense pas qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Sur donc le 5 de départ. Et puis, il y a eu aussi les discussions sur la performance de Scottie Barnes. Parce que les gens s'attendent à ce qu'il soit en forme All-Star, qu'il marque des points. C'est vrai que ce n'est pas le Scottie Barnes qu'on a vu les saisons passées. Mais pour moi, ce que j'ai vu de positif de Scottie Barnes, c'est sa défense. Là, on ne peut pas, il n'y a vraiment pas de critique là. Il joue fort, il prend les rebonds. Le seul truc, c'est qu'il ne marque pas les tirs. Il est ouvert, il reçoit une occasion ou deux de tirer à 3 points. Il ne marque pas. Mais je pense qu'on est en pré-saison et puis c'est une longue saison. C'est 82 matchs. Donc, ils ont toute une saison de chercher à faire des choses, à créer des plans pour lui. Et puis, ce qu'a dit Darko, c'est qu'il va beaucoup jouer avec la deuxième unité. Donc, il aura peut-être beaucoup plus le ballon dans ses mains. Mais, encore une fois, on a vu que l'option numéro 1, c'est Brandon Ingram. Et lui, il s'est vraiment créé. Quand il est ouvert, il met ses tirs. S'il ne marque pas, ça arrive, mais il a pris des rebonds, il a fait des contres, il a mené la contre-attaque. Je pense qu'il y a beaucoup à travailler, mais je ne m'inquiète pas du tout. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. On a beaucoup vu cette image. Donc oui, il y a eu une attaque précisément où il y a un drive, je crois, de Quickley. Il y a déjà Jakob plus Barnes qui sont dans la raquette. C'est tout fermé. Il y a Barrett qui coupe pas au bon moment. Du coup, le ballon, bien sûr, c'est impossible de marquer parce que c'est trop fermé. Ça revient sur Ingram qui a mis distance lui aussi, qui n'est pas écarté, qui shoot et qui est concret par Kita. Et du coup, tout le monde a mis cette photo où on voit tous les joueurs des Raptors dans la raquette. Mais il y a quand même eu des très bonnes actions. Je vous invite à aller voir l'analyse de S de Raptors République qui a bien analysé les problèmes de spacing, mais aussi les solutions. Et il y a cette action aussi où la balle circule très bien et ça fait extra passe, shoot à 3 points dans le coin. Je crois que c'était de RJ Barrett. L'action, elle est magnifique. Il y a bien sûr forcément des ajustements à faire. On ne peut pas être parfait en 15 minutes. Ça n'existe pas en fait, d'être parfait en 15 minutes sur tes 15 premières minutes. Comme tu l'as dit, moi je pense qu'ils vont avoir beaucoup à étudier sur le film. Et malgré tout, j'ai l'impression quand même que cette équipe des Raptors va être bien meilleure sur ces 5 de transition. Sur ces 5, pas le 5 de départ. Le 5 de départ va devoir quand même bien démarrer les matchs, mais je pense qu'il y a un titulaire qui va sortir rapidement et qu'on va rapidement avoir des 5 plus équilibrés malgré tout. C'est vrai quand même ça pose question défensivement. Quickley et Barrett. Quickley fait des efforts, hein. D'ailleurs Darko Rajakovic l'a dit quand il a été interrogé dernièrement par un journaliste qui lui a dit oui, c'est bien d'avoir 3 meneurs de jeu qui mettent la pression en parlant de Jamal ouais. et Hepburn. Il a dit non, on en a 4.
On a Quickly. Il ne faut pas oublier Quickly. Mais je pense que oui, il va y avoir des choses à résoudre. Ce 5 de départ ne va peut-être pas fonctionner de manière optimale dès le départ. Mais moi, ce que j'aime bien sur cette pré-saison, c'est qu'on voit déjà que le banc va créer des avantages. Et comme tu l'as dit, le banc plus Scotty, il y a vraiment de quoi avoir des 5 qui sont optimaux pour le jeu de Scotty. Déjà, je pense qu'on va partir sur du Scotty avec Mamou. Donc, ça lui fait un poste 5 qui va s'écarter. Défensivement, Scotty va pouvoir compenser les faiblesses de Mamou. Bien que j'ai trouvé que sur les extérieurs, c'est pas un protecteur de cercle parce qu'il n'a pas le profil de pivot, centre grand. Mais il est plutôt mobile. Il peut défendre les 3 points, il peut défendre... oui. Exactement, il a plutôt de la mobilité sur des joueurs assez grands. Bien sûr, des petits, ils vont le prendre en dribble, mais ça, c'est la plupart des joueurs de grande taille, de toute façon. Il y en a très peu, c'est pas tout le monde qui est Bam Adebayo, bien sûr. Mais il y a des choses intéressantes, et je pense qu'on peut voir du Scotty avec Mamou, et avec Jacoby, Ochai, Grady Dick, avec vraiment que des joueurs autour de lui qui peuvent tirer à 3 points. Et là, peut-être qu'on va optimiser le jeu de Scotty Barnes. Oui, il y a des critiques, tu es bien revenu dessus. Je pense qu'on en a parlé la semaine dernière aussi sur la question du jour. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'on a dit sur Scotty. Ça s'applique toujours de toute façon. Mais un peu de patience et on commencera à s'alarmer quand on aura fait une dizaine de matchs dans la saison régulière. Et si là, on voit que la réussite de Scotty Barnes n'est pas là, là, on commencera à se poser des questions. Moi, ce que j'ai noté aussi, et ce qui est par contre peut-être un petit peu inquiétant, parce que je vois sur Internet certains disent qu'il joue blessé. Et là, je reprends ce que disait William Lou. Ce serait très très bête de le laisser jouer blessé, surtout en pré-saison. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que dans ses finitions au cercle, il manque de qualité athlétique. Mais d'un autre côté, de l'autre côté du terrain, on le voit faire des contres où il saute très haut. Donc, c'est assez étrange. On va voir comment ça se déroule. J'ai pas envie de tirer des conclusions pour l'instant là-dessus parce que, en fait, ça n'a pas d'intérêt de le faire maintenant. Ouais, tout à fait. Parlons du joueur de la semaine. Parce que s'il y en a un qui a quand même bien profité de ce 5 de départ qui lui ouvre des espaces et qui, on l'avait dit déjà dans la pré-saison et même avant la saison, qui a impressionné ne serait-ce que Brandon Ingram par le fait qu'il est capable de jouer sans qu'on lui appelle d'action, de système pour lui. C'est RJ Barrett, c'est notre joueur de la semaine. Parle-nous un petit peu de RJ Barrett qui quand même brille, c'est le deuxième meilleur scoreur de l'équipe. Oui, c'est ça. Et puis, moi, je dois dire que je suis impressionné par sa prestation parce que, comme tu viens de le dire, il n'y a pas vraiment de jeu prescrit pour lui. Donc, il est vraiment dans le flow de l'attaque. Soit Ingram entre dans la raquette, lui il est sur la ligne des 3 points, il est précis au tir à 3 points, ses pénétrations, et puis les passes à l'intérieur. Quand tu te fais un 4, il va te voir, il va te donner une passe. Et donc contre Boston, il a marqué 17 points, mais j'avais même pas l'impression qu'il avait marqué 17 points parce que c'est vraiment dans le flow du jeu. C'est quand tu vois les statistiques, oh, RJ a marqué 17 points, waouh! Et donc je me dis que parce que dans les émissions passées, on se demandait justement quelle sera sa place. Ouais. Comment est-ce que cette attaque va fonctionner avec Brandon Ingram, avec RJ, avec Quickly, avec Scotty Barnes. Mais lui, il trouve sa place et puis ça fonctionne. Il est bon en transition. Quand il est ouvert aux 3 points, il va laisser. Et puis, il met les lancers. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, il met les lancers. Donc, moi, je suis vraiment impressionné. En tout cas, agréablement, pas surpris parce qu'on sait que quand même, il joue fort. Mais ça donne espoir de voir ce que ça va donner comme flow du jeu avec les 5 de départ. Je ne sais pas ce que tu as observé. Ben c'est ça, mais au final, on se posait des questions sur RJ Barrett et je trouve que c'est le joueur qui a le moins de problèmes dans ce 5 de départ pour l'instant à régler. Quickly, il a du mal encore à trouver la bonne carburation. L'adresse à 3 points n'est pas là. Il doit s'habituer à avoir moins le ballon en main. Il n'a pas eu trop yak pour jouer des pick and roll. Il doit laisser la balle à Ingram. Pour moi, Ingram et RJ Barrett, ce sont les deux qui, pour l'instant, se trouvent parfaitement dans ce système de jeu. Et tous les deux dans des rôles bien différents. Ingram en porteur de ballon, créateur. Et RJ Barrett en joueur libre. Tu es dans le système, tu laisses le jeu venir à toi. Et c'est très, très, très positif. Pour l'instant, lui, c'est celui qui profite le plus en fait de ce système de jeu avec d'autres joueurs qui attirent l'attention. Donc 100% positif. Mon autre question, par contre, c'est
est-ce que tu as des inquiétudes au niveau de la défense? On voit qu'il se bat, mais il y a encore parfois quand même des oublis. Bien sûr, il nous a dit qu'il n'est pas un défenseur horrible. C'est ça. Mais il est un défenseur qui a tendance à s'oublier parfois. Ouais. Donc, je pense que le positif, c'est que le système défensif des Raptors peut combler ses lacunes parce que derrière, il y a Scottie Barnes. CMB n'a pas encore joué, mais quand il sera dans la rotation, ça va un peu combler les faiblesses de RJ, de Quickley. Et je pense que moi, ce que j'ai envie de voir, c'est les fins de match avec les titulaires. Oui, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça parce que les matchs de pré-saison, ils jouent au plus jusqu'au troisième quart-temps. Après, c'est les remplaçants qui vont venir. Ils font quand même un bon travail. Je ne sais pas si ce sera eux qui vont finir le match, mais j'aimerais voir les 5 de départ, voir RJ Quickley en fin de match, ce que ça va donner. Mais je pense que c'est un système défensif collectif. Donc, c'est pas le défenseur idéal à avoir, mais le fait qu'il soit entouré de bons défenseurs, je pense que ça va permettre à un peu répondre aux lacunes défensives de RJ Barrett. Ouais, puis pour l'instant, on a vu quand même Quickley qui se donne en défense. On l'a pas vu comme ça depuis son arrivée aux Raptors. Je pense que ça compense un petit peu. Et Brandon Ingram aussi qui fait des efforts. On l'a vraiment vu impliqué défensivement. Donc je pense que ça devrait le faire pour RJ, même s'il il va toujours coûter quelques points à certains moments, mais il va en rapporter aussi. Maintenant, on va voir, toujours avec RJ, on en a parlé beaucoup la saison dernière, ça va être la régularité au fil des matchs, parce qu'on sait que notamment les matchs à l'extérieur, c'était pas trop ça. Souvent, il y a une baisse d'adresse, il y a une baisse de réussite. Mais l'avantage aussi, c'est que cette année, il y a du monde derrière lui, et que je pense que Darko n'hésitera pas, s'il y a des matchs où il n'est pas adroit, où il se fait passer en défense, à mettre quelqu'un d'autre, parce qu'il y a du monde qui attend derrière. Il y a une concurrence qui est positive chez les Raptors, donc on va surveiller ça, mais pour moi, pour l'instant, je suis vraiment satisfait. Pour moi, c'est après Ingram, c'est le deuxième joueur du 5 de départ qui me satisfait pleinement sur cette pré-saison, mais bien sûr, c'est que la pré-saison, on demande à en voir beaucoup plus. Oui, c'est ça. On passe à la question du jour, Patrick. On va parler rotation parce que il y a du monde, comme on disait, il y a de la concurrence. La question du jour, quelle rotation se dessine pour les Raptors? On a quand même eu des premières indications sur les matchs de pré-saison parce que même quand Yak n'était pas là, on a vu que Darko n'utilisait pas un remplaçant à sa place, il utilisait Mobo. Donc on peut imaginer que Mobo pour l'instant soit en dehors de la rotation et qu'il va devoir jouer quand il y aura peut-être des blessures. Pour l'instant, CMB est blessé, donc affaire à suivre. Mais le 5 de départ, on le connaît. Ça, c'est certain. Ça sera Quickley, Barrett, Ingram, Barnes, Poeltl. S'il n'y a pas de blessés, normalement, on sait que ces joueurs-là auront chacun au minimum 30 minutes par match. On va voir Poeltl s'il joue un peu moins, selon qui est en forme. Derrière, pour moi, il y a des rotations qui sont évidentes. On a vu Jamal Shead, il est le remplaçant au poste de meneur de jeu. Et Mamukelashvili est le remplaçant au poste 5. Là, il n'y a pas de question. Et ensuite, on a Grady Dick et Agbaji qui semblent avoir une longueur d'avance sur Jacoby Walter. Et sur les premiers matchs, malheureusement, maintenant, CMB est blessé. Ouais. CMB au poste 4 semblait aussi être aligné à chaque fois. Donc maintenant, mes questions, c'est comment on organise tout ça? Est-ce que Jacoby Walter peut se faire une place? Et qu'en est-il de Mobo et de Jamison Battle? Voilà, je te balance la patate chaude. Maintenant, c'est à toi de jouer. Non, moi, je pense que si on voit, on a vraiment des données limitées de la pré-saison. Moi, je pense que ce qui, je dirais pas qui m'inquiète un peu, c'est l'irrégularité de Grady Dick. On ne sait pas quel Grady Dick va venir. Parce qu'il y a des matchs où il est vraiment excellent, il va marquer des points, il va bien défendre, et d'autres matchs, c'est comme s'il était absent. Donc, avoir Grady Dick et Jacoby, je pense que ça va être une rotation où peut-être un des deux peut jouer la première partie, l'autre va finir le match, parce que Jacoby est meilleur défenseur de loin par rapport à Grady Dick. Donc, Grady Dick, Agbaji et Jacoby, ça va être difficile de mettre les trois en même temps. Ça, c'est vraiment très compliqué. CMB, s'il n'est pas blessé, je pense qu'il a sa place. Ouais. Je pense que pour Shead, Mamou et CMB, pour les remplaçants, là, vraiment, il n'y a pas à négocier parce qu'ils ont vraiment leur place. Et Mogbo,
je pense, le fait même que Olivier Sarr soit parti, donc on a besoin d'un troisième centre d'une façon ou d'une autre. Donc Mogbo aura peut-être sa place s'il y a une blessure ou bien s'il y a des combinaisons que Darko aimerait essayer parce qu'on a vu Sandro et Mogbo sur le terrain ensemble. Jamison Bale, ça va être compliqué. Ouais. Pour lui, je pense que il est spécialiste à 3 points. Des fois, les coachs ont besoin d'un panier rapide. Quelqu'un qui soit ouvert, il va mettre son tir, ça sera ça. Donc, si peut-être les Raptors encaissent 2-3 paniers de suite et qu'il y a un temps mort et qu'il faut un panier rapide, on sait qu'il y a Brandon Ingram. Mais s'il y a quelqu'un d'autre que tu peux compter pour avoir un panier à 3 points rapide, il a déjà prouvé le dernier match. Quel tir! Il a un tir extraordinaire. Je pense que ce sera sa place, mais il a sa place dans l'effectif. Les 14, je pense qu'il a sa place. Mais ce sera peut-être le spécialiste. 2-3 minutes, s'ils ont besoin d'un panier rapide, ils vont le mettre. Ne fût-ce que avoir l'espace. Les défenseurs, quand ils savent qu'il y a un tireur dans le coin, ils vont espacer leur défense. Ça sera peut-être ça. Mais avoir une rotation régulière dans l'équipe, ça sera difficile. Si tout le monde est là, Jamison Bale, ça sera vraiment difficile. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que tu as bien fait le tour des enjeux de cet effectif. En fait, je pense que la pré-saison nous a quand même bien éclairé sur ce qui allait avoir à suivre cette année. La course sur les ailes entre Jacoby Walter, Agbaji, Grady Dick, ça va être clair. Le poste de centre et le poste de meneur, on sait déjà, c'est Shed et Mamou. Mobo devra espérer, entre guillemets, des blessures ou des contextes où il y aura besoin de lui. Peut-être des matchs où Mamou ne met pas dedans et où il est en difficulté en attaque parce que l'équipe adverse a des gros centres. Où il a commis des fautes. Où il a commis des fautes, mais où il y a des gros centres. Je pense par exemple, typiquement contre Denver, par exemple. Peut-être là, on aura besoin de mettre un Mobo sur Valanciunas parce que Mamou sera en difficulté. Mais si Mamou est dans un grand sar à 3 points, il va être très important aussi pour espacer le jeu et faire sortir des Valanciunas de la raquette là où ils ne sont pas du tout à l'aise. Donc il peut compenser aussi par cela. Et surtout, cette combinaison Mamou-Scotty, Mamou-CMB, elle est vraiment très intéressante parce que en fait, Scotty et CMB peuvent défendre sur des pivots, sur des joueurs plus forts. Ils ne peuvent pas le faire tout un match, mais ils peuvent le faire par séquence. Scotty, il a fait quasiment toute une saison. La seule année, son année rookie, quand il va en playoff, il s'est tapé des Joel Embiid, il s'est tapé... il a défendu... Bon, il y avait OG aussi, qui était exceptionnel pour défendre sur Jokic, par exemple. Mais Scotty l'a fait. D'ailleurs, il y a eu... ils se sont lassés de ça et c'est pour ça qu'ils ont recruté Jacob l'année suivante. Ça n'a pas bien plu à une large partie du public qui voulait qu'il tank cette année-là, mais Masai voulait absolument gagner, etc. Mais voilà, il y a des combinaisons qui sont intéressantes avec Mamou qui, je pense, a vraiment sa place. Après, il m'a un petit peu inquiété ces derniers matchs. Il n'a pas vraiment mis dedans à 3 points. Mais bon, c'est l'adresse à 3 points. On sait que c'est fluctuant. Et surtout, c'est un joueur qui est respecté. Donc, quoi qu'il en soit, les défenses ne vont pas le laisser seul à 3 points. Lui, Battle, Grady Dick, même s'ils ne sont pas dans un grand soir, on sait qu'ils vont étirer la défense. Pour l'instant, Jacoby Walter, ce n'est pas prouvé. Parce que là, il est à 20% sur la pré-saison. Sur la saison dernière, il est à 34% parce qu'il a connu un début de saison compliqué. C'était mieux sur la fin. Et Agbaji, je demande à ce qu'il confirme encore cette année. C'était bien, c'est 37-38% de l'année dernière. Mais j'ai envie qu'il fasse un gros début de saison dans l'adresse pour qu'il prouve qu'il a sa place. Parce que, en réalité, pour moi, Jacoby Walter, c'est un Agbaji meilleur à l'avenir. Ouais. Pour l'instant, non. Parce que Jacoby ne met pas ses tirs. Mais si Jacoby met ses tirs, je le trouve plus agressif que Agbaji sur le porteur de balle et il a totalement sa place dans ce que les Raptors veulent faire. Donc pour moi, Jacoby a une carte à saisir, mais on va d'abord mettre Ochai en avant parce qu'il est en année de contrat, on veut voir ce qu'il vaut, on veut pourquoi pas lui donner de la valeur pour un éventuel transfert. Ça va être des choses à surveiller aussi, mais je pense qu'on a bien brossé vraiment le portrait de cette rotation des Raptors qui est plutôt assez clair après cette pré-saison. On avait plein de questions avant le début de la pré-saison justement, et là je pense qu'on a vraiment plein de précisions et pas mal de données pour aborder le début de la saison. Pour avoir une opinion, voilà. Ouais. Et sur cette opinion, on va partir en pause et puis on se retrouve juste après pour l'instant Chomché et pour la preview du premier match de la saison face aux Hawks.
Restez avec nous sur Choc FM 105.1. On revient tout de suite. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole. Toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Eh bien, nous sommes de retour avec... Moi, j'essaye de retenir mes larmes, honnêtement, parce que je me suis beaucoup investi pour suivre Ulrich Chomche. On avait de grands espoirs en lui et malheureusement, la nouvelle est tombée. Il a été coupé par les Raptors. Je pense que c'était assez évident que c'est pas pour une raison basket, parce qu'il avait montré de très belles choses en Summer League. Il avait même fait un entraînement avec Serge Ibaka qui avait beaucoup tourné. Et malheureusement, on va rappeler un peu les faits. Début du training camp, on voit Ulrich Chomche sur le côté. Les Raptors qui ne donnent pas de raison, alors que, comme je l'ai beaucoup dit sur les réseaux sociaux et dans les dernières émissions, quand un joueur est blessé et que c'est une blessure physique, on va donner la nature de sa blessure. On va dire il a un problème à la cuisse, il a une cheville, il a l'épaule, le coude. Là, on n'a rien dit. Et on a entendu dire rendez-vous médical. Et voilà, deuxième jour du training camp, rendez-vous médical. Rendez-vous médical, quand on a une petite maladie, symptômes de grippe, ça aussi, dans la NBA, ils communiquent là-dessus. Et il dit ça, ouais. Donc, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que en fait, les Raptors ne communiquent pas là-dessus. Et malheureusement, on a eu un précédent il y a 2 ans maintenant, où toute l'année, Coloco était dans la même situation. Les Raptors n'ont pas communiqué parce que je pense qu'il y a une partie de secret médical à respecter. Et ça, on le respecte totalement. Et en fait, pendant toute la saison, on n'a pas su. On savait qu'il y avait un problème médical, mais sans savoir vraiment ce que c'est, jusqu'à ce que Shams Charania, je pense, ait l'info et la dévoile. Et là, on a appris pour Ulrich que, on ne sait pas si c'est la même chose que Coloco, mais il va devoir passer par la même procédure pour revenir en NBA. Il va devoir passer par un panel, le panel athlétique de la NBA, qui va devoir déterminer s'il peut rejouer ou pas. Je ne sais pas si ça va être tout de suite, je ne sais pas ce qu'il a, s'il va devoir suivre un traitement. Avec Patrick, on a essayé de mobiliser nos réseaux qui connaissent Ulrich et sans réussite. Donc, on en est là. Ulrich Chomche, problème médical. Pour l'instant, coupé par les Raptors et c'est une très grande déception. C'est une très grande déception. On ne s'y attendait pas du tout. Mais on savait que c'était la dernière semaine de la pré-saison, donc il y avait des coupures. Ça, on savait. Mais on ne s'attendait pas que Ulrich Chomche soit dans la liste des joueurs coupés parce que, comme tu l'as dit, il a fait une bonne compétition donc durant la Ligue d'été. Et il avait sa place en G-League, les 905 l'année passée. Mais le souci médical, c'est ça qui peut-être a poussé les Raptors à... Justement, quand les joueurs sont dans les mains du panel médical de la NBA, là, l'équipe n'a plus d'option. Exact. Ils doivent attendre. C'est arrivé avec Coloco, c'est arrivé avec Chris Bosh, qui a dû mettre fin à sa carrière parce que lui, il voulait continuer à jouer, mais le panel médical a dit absolument non. Parce qu'ils ne veulent pas prendre des risques. Et là, les équipes, les Raptors ou autres, ils n'ont pas le choix. Ils doivent libérer donc le joueur, quitte à ce que plus tard, si, disons, la Ligue dit OK, il peut jouer, peut-être qu'ils vont lui donner une seconde chance pour revenir dans l'équipe. On ne sait pas. Avec Coloco, ça a été le cas. Donc, au lieu de revenir aux Raptors, il est parti aux Lakers. Mais il est retourné dans la Ligue avec un contrat two-way. Donc, on croise les doigts pour Ulrich Chomche. Il y avait beaucoup d'espoir. Nous aussi, on avait espoir à ce qu'il soit vraiment dans la Ligue. Il y avait des ambitions. Ce serait vraiment dommage qu'il puisse donc être écarté de la Ligue parce que il n'a que 20 ans. Il n'a même pas 20 ans, il va les avoir en décembre. Il va avoir 20 ans en décembre. On croise les doigts que ça ne soit pas grave. Et donc, on laisse les experts décider. Mais c'est vraiment dommage pour lui, pour les Raptors et pour nous aussi parce qu'on l'aime bien. Ulrich, c'est vraiment dommage. Au-delà de la frustration de ne pas avoir réussi à l'avoir eu pendant un an, on espère surtout qu'il ait la santé. C'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. On espère qu'il va se rétablir et que même s'il ne peut pas rejouer, qu'au moins il ait une santé qui lui permette
J'avais l'impression, moi, en voyant les images, quand Olivier Sarr a mis son panier de la victoire, Ulrich était tout excité, il a couru, il a crié. On n'avait pas l'impression, mais bien sûr, ça se voit pas. C'est pas la même chose que faire des efforts de sportifs de haut niveau, donc on peut pas juger là-dessus. Mais j'avais espoir que... Je me doutais qu'il y avait une maladie ou un truc grave, mais j'avais espoir que ça puisse être autre chose, une blessure qu'il n'avait pas envie de dévoiler ou quelque chose comme ça, mais finalement ça a été ce qu'on redoutait. Maintenant c'est ça, est-ce qu'il reviendra au 905, est-ce qu'il reviendra aux Raptors? Le problème c'est que les Raptors l'ont coupé, donc maintenant toute la ligue peut le recruter. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé avec Koloko qui, comme on nous a dit, a décidé d'aller aux Lakers parce que le médecin qui l'a traité, comme il est chez Clutch, le médecin était à Los Angeles, c'était beaucoup plus pratique pour son suivi. Et Ulrich est chez Clutch aussi, on peut craindre la même chose. Ouais. On peut craindre exactement la même chose, qu'il soit suivi par un médecin à Los Angeles et qu'il décide d'aller aux Clippers ou aux Lakers, et ça sera une grosse perte pour les Raptors. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il y a plus grave, hein, bien sûr. Ouais. Il a quand même réussi à faire une année dans la ligue, à récolter de l'argent pour sa famille aussi au Cameroun. On sait que c'était vraiment une grande fierté pour lui de toujours parler de Bafan. Et on verra ce qu'il en est. Il a encore le temps, il a que 20 ans. Donc lui, je pense que c'est un moins gros coup d'arrêt que Koloko qui avait déjà 22-23 ans et qui a perdu ses années 23-24 quasiment. Donc c'est triste, mais on espère que Ulrich va s'en remettre. On lui souhaite un bon rétablissement et on espère pourquoi pas essayer de l'avoir en dehors de la NBA. On va essayer de contacter les gens avec qui on avait déjà discuté, qui ont ses contacts, et pourquoi pas essayer de l'avoir. Il sera plus sous contrat avec les Raptors, donc s'il veut échanger avec nous, Ulrich, si tu nous vois, on a envie de discuter avec toi. Ça fait un an qu'on te le dit de toute façon. Ouais, c'est ça. Je te croisais au match des 905 après le match, donc... pas de souci, on est toujours ouvert à la discussion. Allez, on va parler de quelque chose de plus réjouissant parce que quand même, la saison NBA reprend ce mercredi 22. Mercredi 22 octobre, les Raptors se déplacent à Atlanta. Avant de parler de ce match, je ne l'ai pas mis, Patrick, dans le conducteur, mais là, ça me revient, il faut absolument qu'on en parle. On a une très, très grande nouvelle à vous annoncer sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour l'instant, c'est à l'essai, mais en octobre et en novembre, vous aurez tous les matchs des Raptors commentés en direct sur Choc FM 105.1. Alors, il y a des petites histoires de droit, on n'aura pas les sons des matchs pour l'instant, mais on essaye de faire au mieux pour que vous ayez une expérience qui va bien passer. On s'est déjà entraîné, on vous livre un petit peu les coulisses, mais on s'est entraîné. Patrick et moi, nous allons commenter les matchs à l'extérieur, puisque nous serons à la Scotiabank Arena en tant que correspondant. Pour les matchs à domicile, on vous réserve des paires de commentateurs qui ne vous décevront pas. Patrick, un petit mot là-dessus. Oui, c'est ça, c'était ton idée à toi, Mike, que je pense que c'était une idée géniale de faire des retransmissions en direct des matchs des Raptors. Alors, nous, on pensait qu'on pouvait le faire à partir de la Scotiabank Arena. C'était le rêve. C'était le rêve. Mais quand j'ai approché justement donc les communications des Raptors, ils m'ont dit non, vous n'avez pas la licence. Vous pouvez faire à l'extérieur, mais quand vous êtes à l'intérieur de l'aréna, c'est pas possible parce que il y a des stations radio qui ont les licences pour faire les retransmissions. Mais on a trouvé une solution de le faire au studio et puis on a recruté, on a une équipe. Ça fait quelques semaines qu'on s'entraîne avec les matchs de la pré-saison. On a une bonne équipe autour de nous. Donc ce sera vraiment intéressant que vous puissiez écouter. Vous conduisez votre voiture, vous avez envie de savoir ce qui se passe au match. Et là, vous aurez Mike et moi, si les Raptors sont à l'extérieur. Exact. Vous aurez d'autres personnes qui sont au studio pendant les matchs à domicile qui pourront nous joindre à partir de la Scotiabank Arena pour des analyses, soit à la mi-temps ou bien avant le début du match. Donc, c'est une première dans l'histoire de Choc FM d'avoir une retransmission en direct d'un match. Et donc, on espère que ce sera une expérience qui va réussir et qu'on aura des partenaires
partenaires qui vont soutenir cette idée. Moi, je pense que c'est génial. Et puis, le peu de matchs qu'on a essayé, c'était vraiment une bonne expérience. Il faut avoir une bouteille d'eau à côté parce que commenter des matchs direct à la radio, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est le fun. Ça va être bien d'être avec les auditeurs qui vont pouvoir nous suivre en direct sur Choc FM. Ouais, on compte sur vous. Hein. Essayez d'être nombreux pour les premiers matchs. Il faut nous donner de la force pour que, comme l'a dit Patrick, c'est beaucoup de travail. Donc, on a vraiment des sponsors à aller convaincre de nous donner notre chance pour que l'essai jusqu'au mois de novembre soit concluant et qu'on puisse continuer. Et vous allez voir, ça va être vraiment cool. Même si vous regardez le match à la télé, on vous encouragera à mettre nos commentaires en français avec. Comme ça, vous pourrez vivre. Pour la première fois, je pense que c'est la première fois en dehors de RDS au Québec que les Raptors seront diffusés à Toronto en français. Donc vraiment, on vous invite à nous suivre et à partager très fort. On va venir sur ce premier match. Ce sera nous aux commandes de ce match à Atlanta face aux Hawks. Alors les Hawks, c'est l'une des équipes à suivre cette saison qui s'est bien renforcée et qui est une équipe comme les Raptors, je pense, qui sont des candidats pour le top 6 pour ne pas passer par le play-in. Donc ils ont récupéré Kristaps Porzingis des Boston Celtics et ils auront un 5 quand même assez fort et assez complémentaire avec bien sûr Trae Young, toujours l'un des meilleurs meneurs de la ligue. La paire parfaite pour lui avec Dyson Daniels, on l'a vu la saison dernière, ça a vraiment bien marché. Après le départ de DeJounte Murray, c'est vraiment un duo qui marche très bien parce qu'il complète Trae Young à merveille. Le français Zachary Rizaché, qu'on espère avoir cette année sur nos antennes, et Jalen Johnson, en plus de Kristaps Porzingis, qui est vraiment le joueur montant de cette équipe, qui s'est blessé l'année dernière alors qu'il faisait une saison presque de All-Star. Donc ça va être vraiment une équipe à surveiller. Ils ont été plutôt pas mal pendant la pré-saison. Ils ont gagné leur dernier match contre les Grizzlies, 122-116, avec notamment 20 points de Jalen Johnson. Et Rizaché aussi qui a fait une très très grosse performance. Au point de vue du banc, on surveillera Luke Kennard, on surveillera Onyeka Okongwu, le rookie Azanewell. Ça, c'est des joueurs qui seront à suivre. Comment tu vois ce premier match des Raptors ? C'est quand même un match important selon moi parce que face à une équipe qui est dans le même range, j'ai envie de dire, dans le même rang que les Raptors, ça va être une première indication. Bien sûr, c'est le début de la saison. Ouais. On ne sait pas si dans 2 mois, ces deux équipes, dans quelle dynamique elles seront, mais je trouve que c'est un bon premier test pour les Raptors. Ah oui. Est-ce qu'ils n'ont pas eu un joueur qui est venu de Minnesota, je pense, comme agent libre ? Ils ont récupéré le cousin de Shai Gilgeous-Alexander aussi, le Canadien, que je n'ai pas noté là. C'est ça. Donc, Atlanta, c'est une équipe qui s'est vraiment renforcée cet été. Et puis aussi, ils ont, comme tu l'as dit, ils ont Trae Young. Et puis, le coach Snyder n'est pas mal. Il a prouvé avec les Jazz quand il était à Atlanta que c'est un joueur qui sait développer une équipe. Je pense que c'est un vrai test pour les Raptors. Et ça va dépendre aussi justement de Trae Young. Parce que Trae Young, c'est un bon meneur. Il est excellent. Il est All-Star. Tout ce que tu veux dire. Mais il n'est pas bon en défense. Donc, il faudra voir justement comment exploiter ça. Mais je pense que Atlanta, c'est une équipe qui, je pense, qui prétend être dans le top 6 à l'Est parce que la conférence Est est vraiment ouverte. Parce qu'on ne sait pas qui... J'ai écouté Charles Barkley la semaine passée, il a dit « Personne ne sait qui va être le premier à l'Est ». Peut-être Cleveland, peut-être New York, mais c'est assez ouvert à l'Est. Et donc, les renforts qu'ils ont fait cet été montrent bien qu'ils veulent être compétitifs. Donc, c'est vraiment le premier vrai test des Raptors face à cette équipe qu'on va voir plusieurs fois parce qu'ils sont à l'Est et on va voir ce que ça va donner, mais ils ont une chance. Rizaché, c'est sa 2e année, donc on s'attend à ce qu'il soit, j'allais parler en anglais, il soit même mieux que l'année passée parce qu'il était parmi les meilleurs rookies quand même l'année passée. Et donc cette combinaison des joueurs qu'ils ont recrutés, Luke Kennard qui est un bon shooter à 3 points sur le banc, donc ça va être vraiment intéressant, ça va être un vrai test pour les Raptors. Mais tu parlais de la défense de Trae Young, mais pour moi, là, ils ont un 5 idéal autour de Trae Young parce qu'il n'y a aucun mauvais défenseur dans ce 5 de départ. Kristaps Porzingis peut avoir des petits problèmes sur les extérieurs, mais avec sa grande taille, c'est un excellent protecteur de cercle.
Zachary Rizaché, ça a été sa force sur sa première saison. Et là, il est en train de s'affirmer en attaque. On l'a vu sur la pré-saison, il y a eu des cartons offensifs. Dyson Daniels, c'est un candidat défenseur de l'année, carrément. Il est exceptionnel. Et Jalen Johnson, qui n'est pas en reste. Et puis, il y a des rotations avec Okongwu, Azanuel, le nouveau joueur. Nikhil Alexander Walker, qui est lui aussi un gros défenseur. J'ai l'impression qu'on a recruté pour vraiment bien accompagner les qualités de Trae Young. Pour moi, il y a une petite faiblesse dans cette équipe qu'il faudra vraiment essayer d'exploiter. C'est la création en dehors de Trae Young. Ouais. Il manque d'un deuxième meneur et on va confier la création à Jalen Johnson. Jalen Johnson, c'est un très bon créateur, mais en contre-attaque. Je trouve que sur jeu posé, il a encore ses preuves à faire. Parce que oui, on va sortir les stats. Je crois qu'il était à plus de 6 passes décisives l'année dernière. Mais c'est beaucoup sur contre-attaque, sur transition. Donc j'ai hâte de voir comment Jalen Johnson va gérer, si c'est lui qui doit gérer l'attaque pendant que Trae Young n'est pas sur le terrain. Et je pense que c'est vraiment ça que les Raptors vont devoir exploiter quand il n'y a pas Trae Young. Certainement, ça sera aussi les remplaçants des Raptors sur le terrain. Et on sait qu'ils vont vouloir mettre la pression. Ah oui. On les a vus le faire contre les remplaçants de Boston, justement. Et c'était dur pour Boston de remonter le ballon. Ils ont failli faire le retour et gagner. Mais ils l'ont fait pendant toute la pré-saison. Et je pense que vraiment la second unit des Raptors va avoir un grand rôle à jouer quand Trae Young ne sera pas sur le terrain. C'est là qu'il va falloir creuser l'écart. Et puis après, on va voir comment le 5 de départ des Raptors défend Trae Young sur les pick and roll. Qui est-ce qui va se charger de lui dans ce 5 de départ? Ça, c'est une grande question parce que Quickly, il va devoir courir. Ouais. On sait que Trae Young, il a développé son jeu un peu plus sans ballon l'année dernière. Il va prendre beaucoup d'écrans et tout ça. Mais ça va être très très intéressant ce duel. Et je pense que aussi l'une des clés de cette rencontre, ça va être le secteur intérieur. Ouais. Les Raptors doivent être meilleurs que ce secteur intérieur. Je pense que Ingram, Scottie Barnes, Jakob Poeltl doit être meilleur que Porzingis, Jalen Johnson, Zach Rizaché. Pour moi, c'est la clé. Ouais, c'est ça. Et puis, pour revenir à Trae Young, dès qu'il dépasse la ligne médiane, il est dangereux. Ah oui. Parce qu'il peut tirer de n'importe où. Donc, il faudra vraiment, si c'est Quickly ou Jamal Shead, qu'il soit vraiment près de lui dès qu'il a le ballon. Ouais. Il y a des joueurs qui blaguent, disent dès qu'il sort du parking, il faut le prendre. Ça va être ça. Et puis derrière, il faudra vraiment être... Parce que Trae Young, il est très bon dans les passes de alley-oop. Ouais. Donc, il faudra vraiment être très fort au rebond et puis de pouvoir défendre le cercle. Donc, ça va être vraiment un bon test ce mercredi. Ouais, la défense du pick and roll, je pense, va être aussi vraiment importante. Voir ce que décident de faire les Raptors. Est-ce qu'ils switch, par exemple, est-ce que Scottie défend sur le pivot? Est-ce que Scottie switch sur Trae Young? Est-ce qu'ils vont préférer faire des blitz sur lui, c'est-à-dire ne pas défendre l'écran, mais sortir à deux, mais au risque, comme tu dis, de se prendre la passe lobée? Est-ce qu'ils vont plutôt utiliser Yak, qui a quand même une mobilité, pour essayer de le gêner C'est compliqué parce que Trae Young est extrêmement fort. Si tu mets Yak dessus, il va faire des flotteurs par-dessus Yak. Il va le mener en bateau, il va le faire sortir. Donc ça va être très très intéressant. J'espère que CMB sera remis parce qu'il va avoir un très très grand rôle à jouer aussi avec cette second unit défensivement. Je pense que CMB, Scottie peut faire un très gros travail sur Jalen Johnson, mais quand Scottie sort, CMB peut aussi être vraiment très très intéressant. Donc il y aura plein de duels à surveiller dans ce match. Ça va être un très très bon premier match pour nos Raptors. Et ensuite on va pas en parler maintenant parce qu'on peut pas faire une preview de 2 matchs. C'est mieux d'avoir eu les résultats du premier. Et on pourra pas en parler de ce match-là, mais ensuite vous aurez la réception de Milwaukee. Donc là aussi ça sera très intéressant. Miles Turner. Et puis surtout Giannis. Les 3 frères Antetokounmpo. Les 3 frères Antetokounmpo qui ont tous signé dans la même équipe. Il se murmure qu'il y aura les petits frères aussi et les parents dans grands-parents. Les grands-parents qui vont tenir la boutique à l'entrée du stade. On va se laisser là-dessus, Patrick. C'était un grand plaisir de vous retrouver comme d'habitude sur les ondes de Choc FM 105.1 et sur YouTube. On espère que ça vous plaît, ce nouveau décor, nouvel éclairage. On essaye de mettre le paquet. On fait aussi des tests. Vous avez dû le remarquer entre les 4 premiers épisodes. Là, il y a des éclairages différents. On a essayé de régler un petit peu les lumières derrière, les lumières en face. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux. Et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! Let's go Raptors! Et
The Yankees lose. Et on espère les Mariners lose.